Bonjour Bassam Tan. Bonjour Frédéric Saillot, d'Eurasie Express, content de te revoir après ton voyage en Russie. Content de te revoir également Bassam. Nous voilà réunis à nouveau dans le jardin de Saint-Julien-le-Pauvre, une des plus vieilles églises de Paris, à côté du puits qui se trouve derrière le chevet de l'église. Nous voilà réunis donc pour parler de l'intervention russe en Syrie. Le 28 septembre, Poutine a prononcé un discours important à l'ONU où il a déclaré que le soi-disant État islamique est un danger pour le monde et tout particulièrement pour l'islam dont il dénature les valeurs. Le 30 septembre, il a reçu l'autorisation du Conseil de la Fédération de Russie pour engager les forces russes à l'extérieur. Et le même jour, il était invité par le président Assad, par le gouvernement légal de la Syrie, d'intervenir militairement contre la menace terroriste qui sévit dans ce pays, mais également en Irak. C'est donc en toute légalité que les Russes ont commencé à intervenir ce même mercredi 30 septembre, alors que la coalition internationale qui n'a pas fait preuve de beaucoup d'efficacité depuis un an, les États-Unis, l'Australie, la France, n'agissent pas selon les règles internationales, qui seraient soit une décision de l'ONU, soit une invitation du gouvernement légal de la Syrie. En fait, on se trouve face à deux coalitions actuellement qui interviennent en Syrie. Cette coalition internationale plus ou moins légale et cette coalition formée par les Russes qui a son siège à Bagdad, qui réunit la Russie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Alors Bassam Tahan, ma première question va porter sur l'efficacité de ces frappes. Est-ce que vous avez des informations sur la localisation des frappes russes depuis mercredi, leur efficacité, leur objectif? Car on entend déjà beaucoup de critiques de la part du camp occidental qui prétextent que la Russie interviendrait non pas contre l'État islamique, mais contre l'opposition armée qu'il déclare être modérée. Je commencerai par la réponse de Poutine à cette accusation, où il y avait beaucoup d'humour. Il a dit ils ont annoncé qu'on avait frappé les civils alors que nos avions n'avaient pas encore décollé. Alors, et à ce sujet, l'ONU a fait courir une rumeur qu'ils avaient bombardé, que les Russes avaient bombardé des positions des rebelles pour s'en excuser après, dire que non, Ban Ki-moon lui-même est intervenu pour faire un démenti, qu'il s'était trompé, qu'il n'était pas plus renseigné que les autres. Alors pour bien comprendre l'intervention russe, et on est pratiquement à des frappes quotidiennes, c'est tous les jours, le nombre varie, l'Occident dit, évidemment minimise, il dit qu'il y a eu 4 sorties, le gouvernement syrien dit qu'il y avait 30 sorties, vous voyez donc le clivage est important, ça veut tout dire. Alors pour bien comprendre cela, il faut voir que les Russes connaissent la Syrie et ce qui se passe en Syrie beaucoup mieux que quiconque. Pourquoi? Je rappelle que le Parti communiste syrien a été créé en 1919, c'est-à-dire après la révolution d'octobre de 2 ans, et que la Syrie a toujours eu cette image en Occident d'un pays pro-soviétique, un pays rouge qu'on détestait, qui est sorti du mandat français pour s'allier à l'ennemi, à l'Union soviétique et tout cela. Donc, les renseignements des Russes aujourd'hui ne remontent pas à hier. Les Russes ne sont pas nés de la dernière pluie en ce qui concerne le problème syrien. Alors, ils ont compris qu'il y avait un danger que cette intervention illégale en Syrie, je dis bien en Syrie, pas en Irak, parce que le gouvernement irakien a demandé à la coalition d'intervenir, mais cette coalition n'a pas demandé aux Syriens. Alors,
on suppose qu'il y a une coordination plus ou moins, ça reste à prouver. Comme le ministre syrien a démenti, a dit que c'était illégal, donc je suppose qu'il n'y a pas de coordination avec les forces syriennes. Donc, le danger de ces frappes aériennes de cette coalition occidentale, c'est qu'elle prépare une attaque terrestre par tous les groupes islamistes affiliés à Daesh sans porter forcément le drapeau de Daesh. Voyez-vous? Et ça, c'est plus que clair. C'est ce qu'on appelle en stratégie la stratégie du triangle frappant. Alors, on regarde sur une carte, on voit que pour couper la côte syrienne aujourd'hui, qui est le lieu de refuge de la majorité des Syriens, qui fuient Daesh, Al-Nusra, l'armée du Fatah et d'autres, la tactique militaire serait d'aller de Hama vers la côte syrienne et ainsi la partie est gagnée. Le risque pour les Russes, c'était de voir un beau jour cette coalition, tout comme Erdogan a bombardé les Kurdes, on a fermé les yeux, il a fait quand même plus de 400 sorties les premiers jours contre les Kurdes. Donc, et si on prenait les Russes de court et on faisait ce bombardement, la Russie est cuite, Assad aussi. Donc, c'était très judicieux de la part de Poutine, en bon joueur d'échecs, d'être là et d'anticiper. L'art de la guerre, c'est la ruse. Pour les Russes, ils la connaissent. Et c'est aussi la tactique bulldozer. C'est-à-dire, on dit qu'il y a 24 avions russes. Après, on a dit qu'il y avait 36. Aujourd'hui, on dit qu'il y a 50. Je vous dirais que il est très difficile aujourd'hui parce que dans les frappes aériennes, selon les sources syriennes, la chasse syrienne et les bombardiers syriens de l'armée opèrent avec les Russes. Et ce sont les mêmes avions. Évidemment, la Syrie ne dispose pas du dernier cri, avion de guerre, chasseurs bombardiers, mais ils volent à côté et ils bombardent. Alors, donc, les objectifs russes durant ces 3 premières frappes de 3 premiers jours étaient les suivants. Juste au nord, avant ce triangle frappant, il y a Idlib, qui est aidé par les pays du Golfe et la Turquie. Ça a été frappé. Or, il se trouve que ces gens-là appartiennent à Al-Nusra. Al-Nusra est aujourd'hui blanchi par les Occidentaux, les Américains, les Français comme des toutous y suivent. Que Al-Nusra, c'est modéré maintenant. Alors permettez-moi, là c'est énorme comme contresens. Al-Nusra, c'est Al-Qaïda de Syrie. Là, Daesh faisait partie d'Al-Nusra. Et c'est à un moment donné, quand ils ont proclamé le califat, qu'elle s'en est détachée. Mais on oublie, et là les Russes sont plus malins que les Occidentaux. Ils écoutent Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda, qui ne cesse de faire des appels, je dirais, du pied, par des discours mielleux pour convaincre Daesh de se réconcilier avec Al-Nusra. Donc, il y a un danger que tous ces groupes islamistes se battent sous l'étendard de Daesh baptisé autrement. Baptisé Al-Nusra, les petits-fils d'Abu Bakr, tout ce que vous voulez. Et que ces forces terrestres, parce que personne ne veut mourir pour la Syrie, à part peut-être les Russes, puisqu'ils ont engagé des forces. Et là, c'est suite à une longue histoire. N'oubliez pas que la majorité des chrétiens de Syrie sont orthodoxes. Et que, par ailleurs, la Russie a plus de 20 millions de musulmans. Et de musulmans qui détestent Daesh, Al-Nusra, les Tchétchènes extrémistes. Et c'est un peu, vous voyez, on peut dire que Poutine est aujourd'hui le champion de l'orthodoxie, et musulmane et chrétienne. Et là, c'est une première. Vous ajoutez à cela, évidemment, tous les catholiques qui se retrouvent sous la protection des Russes.
Et là, c'est vraiment une grande défaite, parce que historiquement, c'était François Ier qui était le défenseur des catholiques de toute la région. Vous voyez, la France n'arrête pas de connaître des revers dans sa politique de diplomatie étrangère. Donc, les frappes, c'est Idlib, c'est Hama. Hama est le centre qui est censé regrouper toutes les forces islamistes avant de s'attaquer à la côte syrienne. Et plus bas, c'est Homs. Mais Homs, plus bas que Homs, il y a le Hezbollah. Et il y a le Qalamoun. C'est déjà dominé. La brèche est colmatée par l'armée syrienne et le Hezbollah. Donc, ces frappes-là sont un avertissement, un coup de semence, que votre plan de couper la côte syrienne en deux, c'était un vieux plan des Arabes en 67, que malheureusement ils n'ont pas appliqué. La bonne tactique, si on se réfère à l'ambassadeur syrien de l'époque, Samil Joundi, dans son ouvrage J'accuse et je défie, il disait ça, il disait que les Arabes auraient dû appliquer le plan du triangle frappeur, c'est-à-dire par la Jordanie, couper Israël en deux. Je résume. Mais là, on est exactement au niveau stratégique dans le même cas de figure. Et c'est comment les Russes ont compris ça quand ils ont vu que la coalition occidentale a laissé tomber Palmyre. Parce que Palmyre, par rapport à Homs et à Hama, se trouve vraiment le fond stratégique d'où partiraient les forces islamiques pour casser la côte syrienne et déloger Assad et tout le gouvernement qui tient depuis 5 ans, voyez-vous. Et c'est là, je dis, chapeau bas. Comme joueur d'échecs, Poutine a remporté déjà la partie. Il est là, ils ne peuvent pas le déloger, il y a des forces terrestres, il y a des avions, bientôt il y aura des manœuvres, et je rappelle, il envoie des bâtiments, et au niveau des munitions, c'est vrai que les Américains ont plus de munitions qui vont périmer, qu'il faut qu'ils utilisent au Moyen-Orient, mais les Russes, question nucléaire, ils ont plus d'armes nucléaires que les Américains. À peu près 50% à 75% d'armes nucléaires non détruites. Donc l'Amérique est perdante au niveau d'un conflit nucléaire. Mais on n'arrivera pas là. Mais le fait que Poutine bande le Corse et vienne avec, n'est-ce pas, son grand sous-marin, le plus grand de l'histoire de l'humanité, qui est capable, avec 200 vecteurs, de porter des ogives nucléaires. On ne sait pas s'il est armé de 200 ogives nucléaires. C'est un problème de vecteurs et d'ogives. Mais en tout cas, c'est le plus grand sous-marin. Et il va mouiller face à Tartus et à l'attaquer. Un avertissement. D'abord pour les Américains, pour Erdogan, pour Israël, que vous ne toucherez pas à la Syrie. Je suis là. En fait, c'est formidable ce qu'a fait Poutine, parce qu'il a dit au monde entier, le monde n'est plus unilatéral, comme on dit. Non, on revient à un vieux schéma. Il y a 2 forces qui s'opposent, même 3. Il y a les États-Unis et l'Occident, la Russie et tous les pays du BRICS. Donc, après cette humiliation, après l'effondrement de l'Union soviétique, la Russie redevient cette force, cette grande puissance qui défie non seulement en Ukraine, on a cru que le dossier de l'Ukraine allait la couler, au contraire. Poutine monte d'un cran et défie l'Occident en Syrie. Merci pour cette brillante analyse. Bassam, vous avez raison de dire que les Russes sont à l'initiative sur le plan tactique et stratégique sur le terrain. Ils le sont également sur le plan géopolitique. Et l'on peut dire que la coalition formée à Bagdad par les Russes est une coalition des BRICS, de ce pôle alternatif au monde unipolaire que veulent imposer les Occidentaux depuis la fin de la guerre froide. Cela dit, Poutine
propose une coopération, propose une coordination des opérations militaires sur la Syrie et sur l'Irak. Les Occidentaux ne semblent pas lui emboîter le pas et même cherchent à faire de la désinformation sur l'intervention russe d'une part. Et n'y a-t-il pas, Bassam Tahan, des risques de confrontation dans la mesure où Obama a déclaré hier qu'il y avait une possibilité d'évolution catastrophique de la situation si les soi-disant opposants militaires modérés au régime légitime, au gouvernement légitime de la Syrie utilisaient des armes des missiles sol-air pour abattre des avions russes et syriens. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'évolution dramatique de la situation? D'abord, Frédéric Saillot, je tiens à vous remercier pour le mot qui m'échappait, bipolaire. Ça fait des années qu'on est dans un monde un peu monopolaire. C'est les États-Unis qui dictent leurs lois, qui voulaient appliquer à la Syrie leur diktat, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, c'est le cas. C'est un monde bipolaire. Au moins bipolaire pour ne pas dire... Alors, est-ce que les BRICS se rangent derrière la Russie? C'est pas si évident que ça, je reviendrai. Pour ne pas dire multipolaire. Multipolaire. Voilà. Multipolaire, je préfère, ou tripolaire, en attendant, n'est-ce pas? Alors, dans ce que vous avez dit, il y a beaucoup de choses. Vous avez soulevé beaucoup de problèmes. D'abord, est-ce que les missiles peuvent s'attaquer à la flotte aérienne russe? Là, il faut dire que les avions les plus modernes russes échappent à toutes sortes de missiles que peuvent donner les Occidentaux aux rebelles, je ne dirais pas modérés, parce qu'il n'y a pas de rebelles modérés, ça qu'on arrête de dire n'importe quoi. Vous allez me dire, mais monsieur Tahan, vous êtes un pro-Assad, vous voulez nous faire gober des choses, pas du tout. Qui c'est, du côté américain, qui veut enrôler Al-Nusra, donc Al-Qaïda, l'armée de la conquête, et les 80 groupes islamistes, les sabres du prophète, les petits-fils d'Abou Bakr, les vengeurs les vengeurs de l'orthodoxie contre les alaouites, enfin, c'est à mourir de rire. Si vous voyez les 80 noms au niveau de l'onomastique, c'est à mourir de rire. Ah, bon. Qui c'est qui veut armer tous ces gens-là et les instrumentaliser contre Daesh? C'est Petraeus. Il l'a dit, il ne s'en cache pas. Il a fait une déclaration, il a dit qu'il faut qu'on arrive à prendre tous ces islamistes et les tourner vers Daesh. C'est-à-dire, comme on a opposé les chiites aux sunnites, opposons maintenant les sunnites aux sunnites. Alors, le Qatar s'oppose déjà au royaume saoudite. Vous me suivez? Vous avez aussi, dans les groupes islamistes extrémistes, vous avez des gens, contre Daesh, vous avez Al-Nusra, contre Al-Nusra, vous avez d'autres groupes islamistes. C'est, comme on dit, la vipère qui doit se mordre la queue. C'est un proverbe anglais, hein, que pour détruire l'islam de l'intérieur, il faut utiliser l'islam lui-même. Comme je vous ai dit, personne n'est prêt à envoyer des troupes au sol. Donc, utilisons les troupes qui existent pour chasser Daesh. Le problème, c'est que, donc là, on vend notre âme au diable. C'est-à-dire, on fait ce qu'on a fait en Afghanistan, on monte des djihadistes contre les Syriens, contre les Russes. Mais là, les temps ont changé. Hein. Les djihadistes d'Afghanistan au début ne sont pas ceux qui se battent en Syrie. Ce n'est pas le même cas de figure, si vous voulez. Et là, Poutine, dans ses déclarations, avec son ministre des Affaires étrangères, là, c'est la même position, il n'y a pas de cacophonie comme en Europe ou en Amérique, avec McCain qui accuse Obama.
Non, le monde russe est l'axe de la nouvelle alliance contre Daesh du côté russe. Il y a une cohérence de stratégie, de discours, d'analyse, de renseignement. Ce n'est pas cette cacophonie qui existe, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, pour pour des objectifs de politicards. Les élections présidentielles approchent et en France, et alors ici la classe de la droite s'agite à propos du problème syrien. Aux États-Unis c'est pareil, vous voyez. Quelles sont les déclarations de Poutine et de son ministre Lavrov? C'est simple. Nous, on dit bien que les Kurdes et l'armée syrienne sont les troupes terrestres capables, et ils ont fait leurs preuves. L'armée syrienne tient depuis 5 ans. Les Kurdes ont chassé Daesh de Ain al-Arab, Kobané, et c'est en même temps, on tire la sonnette d'alarme pour la Turquie. C'est un coup de semence, parce que le gaz russe va repasser par l'Ukraine, n'en déplaise à certains en Occident, et si Erdogan veut faire le malin, là on peut lui agiter le problème kurde chez lui. C'est ça ce que ça veut dire. S'il lit bien, c'est que Poutine est prêt à sacrifier le gaz en Turquie, puisqu'il a d'autres marchés, mais il ne faut pas que Erdogan continue à aider. Alors, que je vous dise, parce que je suis en contact perpétuel avec la Syrie, par téléphone fixe ou portable, les frappes d'Idlib, c'était contre, n'est-ce pas, les éperviers de Cham, Soqour al-Cham, armés par le Qatar. Contre Ahrar al-Cham, armés par les pays du Golfe et qui reçoivent la bénédiction des États-Unis. Déjà, après ces frappes, les chefs ont fui vers la Turquie. Autour d'Alep, il y avait Al-Nusra qui contrôlait, de sources sûres, les centres de commandement d'Al-Nusra sont vides autour d'Alep. Ils ont choisi cette tactique, vous voyez. Donc, il n'est pas exclu, si vous voulez, que l'armée syrienne, après les frappes russes, puisse avancer dans cette partie centrale de la Syrie, Idlib, Hama, Homs, pour reprendre Palmyre. Et là, c'est vraiment le début de la bataille de libération de tout le nord-est qui est occupé par Daesh. Et là, les Poutine et les Russes tendent un piège à la coalition occidentale. On va arriver à ce schéma dans quelques mois. Je rappelle que les Russes aussi, dans leur déclaration, ont dit que les frappes aériennes vont durer au moins 4 mois. À ce rythme-là, à cette cadence de temps de sortie par jour, je crois qu'on va retrouver la majorité de ces islamistes en Turquie, ou ils vont se retirer en Irak. Et c'est bien joué encore, c'est un jeu d'échecs. C'est à la coalition occidentale de s'en débarrasser en Irak. La Russie n'intervient pas en Irak. La Russie a formé une coalition contre les terroristes, avec l'accord de l'Irak, de l'Iran et de la Syrie. D'accord? Les autres ont eu le feu vert pour l'Irak par une autorisation du Premier ministre Abadi, mais ils n'ont eu aucune autorisation en Syrie. Donc le plan russe, c'est de chasser ces islamistes, les obliger à quitter la Syrie. Alors, soit ils perdent la bataille, ils fuient vers la Turquie ou vers l'Irak, ou vers la Jordanie et le royaume saoudite. Et là, ce sera l'arroseur arrosé. J'ai une dernière question, Bassam Tahan. Hier, vous savez que le président Poutine est venu rencontrer le président Hollande, la chancelière Merkel et le président ukrainien Poroshenko pour discuter
du règlement de Minsk II du conflit dans l'est de l'Ukraine. Mais bien sûr, la situation en Syrie a été évoquée et au cours de la conférence de presse, le président Hollande est revenu sur son exigence de départ d'Assad, qui pourtant est un président légalement élu, démocratiquement élu, et a fait le raisonnement suivant. Nous ne voulons, nous les Occidentaux, a dit Hollande, a prétendu Hollande, ni de l'État islamique, contre lequel il faut lutter, et on voit avec quelle efficacité les Occidentaux ont lutté contre l'État islamique en Syrie. Nous ne voulons ni l'État islamique, ni Assad. Qu'y a-t-il entre l'État islamique et Assad en Syrie pour trouver une solution politique à la gestion de la Syrie, dont Hollande a dit qu'il ne fallait pas que s'y installe un chaos. Il faut maintenir l'unité de la Syrie, mais comment maintenir l'unité de la Syrie quand on n'a pas de solution politique pour le faire? Voyez-vous une logique dans cette position du président Hollande? Je vous remercie pour cette question. Elle est très très pertinente pour la raison suivante. C'est que les Français veulent le départ d'Assad. Et il y a une chose qu'ils n'ont pas comprise. C'est qu'aujourd'hui, alors ils parlent du clan alaouite, du régime. Tout ça c'est du baratin. C'est une méconnaissance de la réalité syrienne. Un président qui a tenu 5 ans contre, je dirais, le monde entier, hein, militairement, politiquement, diplomatiquement. Ils ont essayé de l'assassiner. Ils ont essayé, rien ne marche. D'accord. Alors dites-moi, qui est ce Syrien envoyé des dieux qui va pouvoir entrer en compétition avec Bachar el-Assad? Mais c'est ridicule, hein? Qu'il soit de son clan, ou sunnite, ou chrétien, ou tout ce que vous voulez, personne aujourd'hui n'a la stature d'Assad pour s'opposer à lui. Enfin, ça crève les yeux. Il faut vraiment être naïf, de chez naïf, pour croire qu'on peut aller trouver un petit le monter. Ils l'ont essayé d'ailleurs. Ils ont exfiltré, n'est-ce pas, le fils d'Otlas, hein, ce beau jeune homme général de l'armée et tout ça. Ils ont vu qu'il n'avait pas de crédibilité, combien même il est sunnite. Mais les Syriens ne sont pas dupes, ils ont dépassé ce problème d'alaouites, chrétiens, chiites. Ce sont les Français qui ne dépassent pas, à la limite, ils sont plus confessionnels que nous. Mince alors, je ne sais plus quoi dire, hein, mais qu'ils se réveillent. Enfin, Assad, on ne peut pas le remplacer. Voyez-vous, ça c'est le premier point. Hein. Alors, il y a beaucoup de choses à dire aussi comme solution. Pourquoi les Russes insiste. D'ailleurs, je rappelle que Merkel n'a pas dit qu'il ne fallait pas négocier avec Assad. Elle ne l'a pas dit. Elle a dit qu'il ne faut pas frapper les rebelles modérés. Mais est-ce qu'ils ne se partagent pas un peu les rôles, là? Oui, mais si vous voulez, le problème, c'est qu'il n'y a pas de rebelles modérés. Il n'y a pas de rebelles modérés. Ça, c'est un mythe créé par l'Occident pour intervenir. Ils l'ont fait partout. Hein. Il y a toujours des modérés démocrates qu'on ne voit pas. Et quand on les arme, ils donnent leurs armes aux islamistes. Bravo les rebelles modérés et bravo notre politique. Non, franchement, c'est ridicule tout ça. Merci Bassam Tahan pour cette brillante analyse. Merci Frédéric Saillot. Et je vois que au moins les cloches sonnent, c'est bon signe. Une volée de cloches salue votre prouesse, Bassam. À bientôt. À bientôt, merci.